Bonjour, je suis le docteur Ebili, chirurgien à l'EHU d'Oran. Et dans le cadre du programme de téléenseignement du module de gastro-entérologie, nous allons voir aujourd'hui la question du cancer gastrique. Donc le cancer gastrique se définit par la présence d'une tumeur à moins de 2 cm de la jonction œsocardiale. Donc c'est une tumeur qui appartient ou qui se développe aux dépens de la paroi propre de l'estomac et qui peut siéger à n'importe quel endroit de l'estomac, donc le fundus, le corps ou l'antre. Selon les types histologiques, nous distinguons les tumeurs malignes, à savoir les adénocarcinomes, essentiellement les adénocarcinomes, des tumeurs bénignes, des tumeurs endocrines, des lymphomes ou des tumeurs à développement sous-muqueux, appelées les tumeurs stromales ou gistes. Il faut noter que les tumeurs épithéliales malignes sont représentées dans la majeure partie par les adénocarcinomes et ça sera notre type de description aujourd'hui. Concernant l'épidémiologie, il faut savoir que c'est un cancer fréquent et grave, que son incidence est en diminution, surtout en Occident, et nous allons voir pourquoi. Il représente toujours la troisième cause de décès par cancer. Il faut savoir qu'il existe une zone à haut risque, essentiellement en Asie, en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Il existe aussi des zones à bas risque en Afrique, en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord. L'âge moyen de survenue est aux alentours de 70 ans avec une prédominance masculine. Comme nous le constatons sur cette étude récente, publiée en 2018, donc l'étude Globocan, donc commandée par l'OMS, nous constatons que le cancer gastrique arrive à la 5e position en termes d'incidence, avec 1 million de nouveaux cas par an. Il arrive en 3e position en matière de mortalité, avec à peu près 800 000 décès par an. On constate aussi qu'il y a au cours de ces dernières années, donc une augmentation de l'incidence des cancers du cardia et des types diffus, responsables de l'inite. Par ailleurs, il y a une diminution de l'incidence des formes distales et des adénocarcinomes de type intestinal. Ceci est en rapport avec la réussite de la politique de lutte contre l'Helicobacter pylori, agent causal de l'adénocarcinome gastrique. Une meilleure conservation des aliments, donc la conservation par le froid, et une réduction de la consommation de sel. En Algérie, ce qu'on doit retenir, c'est que le cancer gastrique arrive en première position, voire en 2e position des cancers digestifs dans la plupart des registres du cancer du pays. Concernant les facteurs de risque, l'Helicobacter pylori, comme vous l'avez certainement vu dans le cours sur les ulcères gastriques, donc, est identifié comme agent causal du cancer gastrique. C'est un bacille à gram négatif à transmission orofécale, donc la contamination se fait à l'enfance. C'est l'un des principaux facteurs étiologiques des adénocarcinomes et des lymphomes gastriques. Donc l'Helicobacter pylori induit une gastrite, donc une gastrite qui passe à la chronicité puis à l'atrophie. Ensuite arrive une métaplasie puis une dysplasie au niveau de la muqueuse qui va évoluer enfin vers le cancer. Donc le risque relatif de cancer gastrique est multiplié par 2 voire par 6 à cause de l'Helicobacter pylori. Et il faut savoir que moins de 1% des patients infectés par l'Helicobacter pylori développent un cancer gastrique, ce qui n'est pas vrai dans un sens, on va dire, statistiquement. C'est vrai qu'on trouve qu'on trouve presque pas ou rarement l'Helicobacter pylori
sur un cancer gastrique. Mais pourquoi? Simplement parce que l'atrophie et la chlorhydrie secondaires à l'infection par l'Helicobacter pylori donc, sont peu propices à sa propre survie et donc la bactérie n'arrive pas à survivre dans un milieu qui n'est pas acide et c'est naturel qu'on ne la trouve pas alors qu'elle a déjà causé le cancer. Donc, pour l'éthiopathologie, donc l'interaction parfois de plusieurs facteurs, hein. Donc, à titre d'exemple, nous avons ici l'Helicobacter pylori, le sel, une mauvaise nutrition. On peut rajouter d'autres facteurs étiologiques, induisent une gastrite atrophique. Et donc, ceci donc, va donner de l'atrophie gastrique, puis une métaplasie intestinale, muqueuse, puis une dysplasie qui va favoriser la survenue du cancer. Donc, plusieurs facteurs de risque sont associés à l'Helicobacter pylori, l'alcool, le tabac, les nitrates et les nitrites, mais il y a aussi des facteurs protecteurs qui sont les fruits et les légumes. Comme autre facteur de risque, il ne faut pas oublier les facteurs génétiques qui reviennent dans tous les cancers. Il faut savoir que l'existence des antécédents familiaux doit être particulièrement recherchée, surtout en cas de survenue de cancer avant 40 ans. Et ceci doit toujours nous inciter à lancer une enquête ou une enquête génétique ou une consultation d'oncogénétique. Donc le premier cas, c'est les adénocarcinomes gastriques diffus héréditaires. Ils représentent 1 à 3% des cancers gastriques et dans 30% des cas sont dus à une mutation génétique du gène CDH1. Cette maladie est à transmission autosomique dominante. Elle est évoquée sur au moins 2 générations successives d'une même famille. S'il existe 2 cas, dont un découvert avant l'âge de 50 ans ou 3 cas indépendamment de l'âge de découverte. Pour ces patients ou ces familles, une gastrectomie prophylactique à partir de l'âge de 20 ans peut être proposée et doit être proposée. Pourquoi? Parce qu'on découvre toujours des cancers même à stade précoce sur des pièces de gastrectomie. Donc, c'est l'enquête génétique, c'est la mise en évidence de cette mutation génétique qui prouve que ces individus ou ces familles doivent être suivis de manière rapprochée et si on prouve que cette mutation existe, eh bien on peut leur proposer à titre prophylactique, donc à titre préventif, une gastrectomie. Donc en cas de refus, ce qui est légitime parfois, hein, parce qu'on ne peut pas obliger ces patients à subir une intervention, donc des endoscopies gastriques avec biopsie doivent être toujours réalisées à partir de l'âge de 20 ans ou 10 ans avant le premier cas dans la famille. Donc les femmes porteuses de cette mutation ont aussi un risque accru de développer le cancer du sein. Donc, comme d'autres facteurs génétiques, nous citons aussi les cancers gastriques survenant dans le cadre de syndromes familiaux, comme les apparentés au premier degré des malades ayant un cancer de l'estomac, donc déjà décrit dans la famille, les patients ayant un syndrome de Lynch ou HNPCC, Human Non-Polyposis Colorectal Cancer, la polypose adénomateuse familiale, la PAF, donc c'est des polypes
qui peuvent dégénérer. Donc ces polypes peuvent se développer sur n'importe quel segment du tube digestif. Et il est recommandé dans ces 3 situations de chercher systématiquement l'Helicobacter pylori et de traiter cette infection quand elle est présente, parce que c'est encore un facteur surajouté de développement de cancer. Donc pour les facteurs environnementaux, nous pouvons citer plusieurs: le tabagisme, la consommation élevée de sel, le niveau socio-économique bas et la malnutrition, la faible consommation de fruits et légumes, la surcharge pondérale, surtout pour les adénocarcinomes de la jonction œsogastrique. Il faut savoir que la surcharge pondérale favorise le reflux gastro-œsophagien. Il faut rappeler qu'il existe une interaction entre ces facteurs et l'infection par Helicobacter pylori, notamment au niveau des mutations provoquées par tous ces facteurs de risque. Donc, pour citer les lésions pré-cancéreuses, donc les conditions pré-cancéreuses, nous en avons cité quelques-unes, comme les facteurs génétiques ou les maladies héréditaires, mais aussi des lésions précancéreuses gastriques, notamment les gastrites, donc les inflammations chroniques gastriques, les gastrites atrophiques, les métaplasies intestinales suite à l'infection par Helicobacter pylori, la maladie de Birmer, les patients qui ont subi une gastrectomie partielle pour une infection bénigne, par exemple pour un ulcère. Donc un ulcère gastrique, la maladie de Ménétrier, les polypes gastriques adénomateux, plus les autres facteurs que nous avons cités. Concernant le diagnostic, ce qu'il faut noter, c'est que les signes cliniques de ce cancer sont souvent tardifs, ce qui fait toute la gravité de ce cancer, parce que ce cancer devient bruyant à un stade assez évolué, quand les lésions sont de taille considérable et quand la maladie, des fois, est déjà au stade métastatique. Donc, c'est ce qui caractérise d'ailleurs le pronostic, donc le mauvais pronostic de ce cancer, parce qu'une fois qu'il devient bruyant, c'est déjà trop tard, ou c'est déjà très évolué. Donc dans l'interrogatoire, il faut commencer par rechercher les antécédents donc de cancer gastrique dans la famille ou d'autres pathologies cancéreuses associées. Il faut rechercher la notion de chirurgie gastrique ou de gastrectomie partielle. Il faut rechercher un syndrome ulcéreux, un syndrome dyspeptique. L'anorexie aussi est assez fréquente parce que les tumeurs gastriques engendrent une malnutrition à cause de toute la symptomatologie qui accompagne ce cancer. Ces tumeurs peuvent être diagnostiquées à un stade de complication et ça se manifeste par soit une obstruction, donc un syndrome obstructif, si le cancer est situé au niveau des 2 orifices d'entrée ou de sortie de l'estomac. Donc si ce cancer est situé au niveau du cardia, il va se manifester par une dysphagie. Si ce cancer est évolué et sténosant au niveau de la partie antropylorique, ça va se manifester par des vomissements ou par un syndrome orificiel. Donc les conséquences de ces tumeurs sont naturellement au premier plan nutritionnel, donc une altération de l'état général, un amaigrissement profond, une asthénie et surtout une anémie. Cette anémie non seulement due à la malnutrition, mais surtout à une spoliation sanguine, donc à des saignements occultes.
Et là, il faut, à l'interrogatoire, toujours rechercher la notion d'hémorragie digestive haute ou basse, donc un type de méléna. Donc ce cancer peut aussi être diagnostiqué ou évoqué devant une complication à type hémorragique, donc les hémorragies digestives soit occultes ou extériorisées, qui se manifestent par une anémie fériprive, des hématémèses ou des mélénas, ou encore par une autre forme compliquée qui est la perforation tumorale, et ça donne le tableau d'une péritonite. Dans d'autres cas plus graves, donc le cancer est évoqué devant une métastase hépatique ou un ganglion métastatique, le ganglion de Troisier, ou une localisation extradigestive, donc les ovariennes, dans les tumeurs de Krukenberg, ou aussi par l'existence d'une carcinose péritonéale généralisée. À noter aussi la possibilité de manifestations à type paranéoplasique qui accompagnent les cancers. C'est la phlébite, la acanthosis nigricans, les manifestations auto-immunes à type d'anémie hémolytique inexpliquée ou des néphropathies. Le diagnostic, donc, c'est à l'examen clinique, mais il faut toujours se rappeler que l'examen clinique est souvent pauvre. L'examen clinique peut mettre en évidence une masse épigastrique, c'est toujours un caractère péjoratif, parce que ça témoigne d'une tumeur évoluée. Donc la recherche d'une hépatomégalie métastatique, d'un ganglion de Troisier, d'une ascite, et des signes d'hémorragie digestive allant de l'anémie aux autres signes que nous avons cités, de la carcinose péritonéale qui peut être perçue au toucher rectal, ou d'une masse ovarienne palpable, c'est les tumeurs de Krukenberg qu'on a citées. Donc le diagnostic positif est posé par l'endoscopie œsogastro-duodénale avec biopsie multiple et examen histologique. Donc la fibroscopie, c'est le seul moyen diagnostique qui peut nous décrire la tumeur, décrire son siège et faire des prélèvements et permettre une étude en APAT pour ensuite pouvoir instituer un traitement. Donc 10 biopsies en général de la lésion sont requis. Il faut atteindre si possible les couches les plus profondes, la sous-muqueuse souvent. Donc cet examen va nous permettre aussi de préciser le siège, la taille de la tumeur et sa distance par rapport au cardia ou au pylore pour guider la chirurgie ou pour savoir quel type d'intervention nous allons réaliser. Donc la description macroscopique est aussi importante, donc le caractère ulcéro-végétant, végétant ou ulcéré de la tumeur. Ça pourrait même avoir donc un intérêt pronostique. Tout ulcère gastrique doit être biopsié, ça vous l'avez certainement vu dans le cours de l'ulcère gastrique. Les biopsies doivent être multiples sur les berges de l'ulcère et au fond du cratère ulcéreux, parce que la hantise de l'ulcère gastrique, c'est naturellement le cancer gastrique. Et dans beaucoup de cas, des cancers de l'estomac ont été diagnostiqués sur ulcère. Donc, pour rappeler toujours que l'endoscopie est un examen primordial. La sensibilité des biopsies en cas de forme liниtique est plus basse. Pourquoi? Parce que ces formes ont la particularité d'évoluer dans l'épaisseur de la paroi gastrique, donc en sous-muqueux. Et pour faire le diagnostic, les biopsies doivent être réalisées en profondeur, donc ce qu'on appelle les forages biopsiques, pour
avoir un échantillon et permettre de poser le diagnostic. Donc voici une image qui illustre une fibroscopie œsogastro-duodénale. Donc le gastro-entérologue introduit son fibroscope à travers la bouche, insuffle l'estomac et explore toute la poche gastrique et fait les prélèvements nécessaires. Donc dans le siège des lésions est comme suit. Donc la plupart du temps, c'est des tumeurs qui siègent au niveau de l'antre, voire donc au niveau du corps ou la grosse subbrocité vers le cardia. Mais plus souvent, donc à 40%, c'est des tumeurs qui siègent au niveau de la partie distale de l'estomac. Donc voilà à quoi ressemble l'antre, le fundus, le pylore, le fameux sphincter pylorique. Ça, c'est à l'état normal. Ça, c'est un cancer superficiel. Nous remarquons que ce sont encore des petites lésions, des petites dépressions muqueuses. Ça, c'est une image qui illustre une coloration donc, spécifique réalisée au cours d'une fibroscopie œsogastro-duodénale. Donc la coloration va servir de repère, de guide pour les prélèvements et l'étude en apate. Donc des images qui illustrent des cancers plus évolués, donc des cancers, c'est des ulcérés. Voilà, un cancer gastrique qui peut être facilement, on va dire, identifié à la fibroscopie et qui doit être biopsié. Voilà d'autres formes polypoïdes après les formes ulcérées et d'autres formes ulcéro-végétantes. Voici la pince avec laquelle sont réalisées les biopsies. Il faut rappeler que la biopsie permet l'étude histologique d'une part et permet plus récemment maintenant une étude immunohistochimique donc, qui a une place importante dans le choix de la thérapeutique, donc de la chimiothérapie, et aussi que la biopsie peut nous renseigner sur la présence d'une infection à l'Helicobacter pylori. Donc pour le diagnostic différentiel, le plus grand piège, c'est de méconnaître un cancer ou de prendre un ulcère, de prendre un cancer gastrique pour un ulcère et de passer à côté du diagnostic. Donc, comment on peut rater le diagnostic, c'est justement en nous mettant de faire une endoscopie digestive devant des symptômes aspécifiques. Donc, on prend ça à la légère. Le patient se plaint de symptômes qui ne sont pas forcément typiques du cancer gastrique et on passe à côté du diagnostic. Donc, en endoscopie, on peut discuter naturellement devant les aspects macroscopiques comme ceux que nous avons vus tout à l'heure. Donc, on peut les confondre avec des ulcères gastriques. Donc, le risque est de méconnaître un cancer, surtout si la biopsie est insuffisante. C'est pourquoi on doit toujours s'astreindre à un protocole précis, faire des prélèvements multiples dans la lésion et autour de la lésion et sur les berges de la lésion, donc au fond du cratère, sur les berges du cratère et autour. Donc ça permet d'augmenter les chances de diagnostic de cancer, donc de faire des prélèvements multiples. Donc, comme autre élément qui peut fausser le diagnostic, c'est l'absence de contrôle endoscopique après traitement. Il faut savoir qu'il faut toujours refaire un contrôle endoscopique après traitement d'un ulcère gastrique. Donc, si vous diagnostiquez un ulcère gastrique, si vous le traitez, bien sûr après fibroscopie et anapate, et vous devez obligatoirement refaire un contrôle endoscopique et vérifier la cicatrisation complète des lésions et ne pas hésiter à refaire des biopsies s'il y a toujours des lésions.
pour ne pas passer à côté du cancer gastrique. Donc, comme autre diagnostic différentiel, c'est les tumeurs non adénocarcinomateuses, les lymphomes, les tumeurs stromales, les tumeurs endocrines, les métastases gastriques d'autres cancers. Donc, qui peuvent se manifester de la même façon que se manifeste un cancer gastrique ou un adénocarcinome. Il faut toujours se rappeler qu'une endoscopie de contrôle doit être réalisée après le traitement, donc ça nous l'avons cité, et ne pas hésiter de refaire des biopsies sur les cicatrices d'anciens ulcères. Pour le bilan d'extension, l'examen de choix, c'est le scanner thoraco-abdominopelvien. Pourquoi ? Parce que la suite du traitement et la suite de la prise en charge dépend des données recueillies par le scanner. Ça permet de préciser le stade de la maladie, d'envisager donc un traitement chirurgical, de préciser le type d'intervention, donc une gastrectomie totale ou partielle, suivant la présence, suivant le développement de la tumeur et le siège où se développe la tumeur. Donc ça permet aussi de faire un bilan de résecabilité de ce cancer, donc un cancer gastrique qui se manifeste, comme vous le voyez ici sur cette planche de scanner, par un épaississement de la paroi gastrique. Et donc, ça peut, donc le scanner peut nous renseigner sur l'évolution locale et loco-régionale, sur l'envahissement d'organes de voisinage, sur les rapports avec les éléments nobles comme les gros vaisseaux, l'aorte, ou l'extension aux autres organes de voisinage, à savoir le côlon, la rate ou le foie, la présence de métastases hépatiques ou ganglionnaires ou pulmonaires. Aussi, le scanner réalisé donc par des appareils plus performants avec des coupes très fines peut même diagnostiquer des carcinoses péritonéales, donc infracliniques, qui ne sont pas, c'est-à-dire perçues lors de l'examen clinique, lors du toucher rectal. Et donc, le scanner peut les diagnostiquer des petites granulations au niveau de la cavité péritonéale qui peuvent être en rapport avec une carcinose péritonéale. Donc, comme autre examen, dans le cadre du bilan d'extension, l'échoendoscopie, qui évalue l'extension de la tumeur en profondeur, donc au dépend de toute la paroi gastrique, mais aussi l'atteinte ganglionnaire des ganglions avoisinants. Elle est utile surtout en cas de lignite gastrique. Elle est utile aussi en cas de biopsie négative, car il est possible de réaliser des biopsies guidées par l'échoendoscopie. Elle permet d'évaluer l'extension de la tumeur en haut, donc vers l'œsophage, ou en bas vers le pylore ou le duodénum. Donc aussi, l'échoendoscopie peut aider le traitement, notamment le traitement des tumeurs superficielles, donc pour déterminer justement le niveau d'envahissement de cette tumeur superficielle en profondeur et permettre d'utiliser une technique particulière. Donc c'est la mucosectomie ou la résection par voie endoscopique, mais c'est réservé aux petites tumeurs superficielles. Donc voici des images d'échoendoscopie de lignite gastrique. Donc c'est un épaississement sous-muqueux donc de la paroi gastrique. Voici l'aspect endoscopique associé. Donc c'est des
petites ulcérations et l'aspect de cellules en bague achatant à l'étude histologique, donc au microscope en bas à gauche. Comme autre moyen de diagnostic dans le bilan d'extension, c'est la laparoscopie exploratrice. Donc elle a aussi une place, elle est aussi utilisée par plusieurs équipes. Donc ça consiste en l'introduction d'une caméra et d'instruments fins dans l'abdomen. Donc ça a un intérêt en cas de suspicion de carcinose péritonéale. Il faut savoir que dans ces situations, la chirurgie radicale n'est pas vraiment indiquée parce qu'elle n'apporte pas un bénéfice. Donc la laparoscopie exploratrice comme moyen de diagnostic dans le bilan d'extension a un intérêt dans les grosses tumeurs, donc les tumeurs volumineuses, dont la résicabilité est douteuse. Donc pour éviter une laparotomie, donc une grosse incision pour rien, sans pouvoir réséquer ces tumeurs. Donc elle permet aussi de faire des prélèvements au niveau de la cavité péritonéale pour études histologiques. Donc les autres bilans comme l'antigène carcino-embryonnaire, donc son utilité n'est pas vraiment démontrée. Ça pourrait avoir un intérêt surtout pour le suivi en post-opératoire ou après chimiothérapie, donc pour surveiller les taux et dépister éventuellement une récidive de cancer en cas d'augmentation des taux de l'antigène carcino-embryonnaire. Il faut apprécier aussi l'état nutritionnel. Donc c'est un élément très très important dans la prise en charge du cancer gastrique. Donc calculer l'indice de masse corporelle, calculer le pourcentage d'amaigrissement, c'est très très important. Donc ça témoigne de l'atteinte et de l'évolution de la sévérité de ce cancer, donc, et l'impact de ce cancer sur le plan nutritionnel et surtout immunitaire. Donc le dosage aussi de l'albumine, voire de la préalbumine, qui sont des éléments importants dans le bilan nutritionnel. Il faut apprécier les grandes fonctions vitales, donc une évaluation cardiaque, une évaluation des fonctions respiratoires avant tout traitement. Au terme donc de ce bilan, nous allons pouvoir classer et stader ce cancer gastrique. Et donc, la classification TNM va permettre de classer cette tumeur. Donc, comme vous le voyez ici, donc le T, c'est pour la tumeur, le niveau d'invasion de la paroi gastrique, donc de la muqueuse à la sous-séreuse. Le N, c'est pour les ganglions envahis, selon le nombre des ganglions métastatiques. Et le M, c'est pour la présence ou l'absence de métastase à distance. Pour le traitement, on va dire que le traitement chirurgical garde toujours une place prépondérante. Il est le seul traitement à visée curative. Donc c'est le seul traitement qui permet d'envisager une guérison. Naturellement, il est associé à d'autres types de thérapies, comme la chimiothérapie, parfois la radiothérapie, mais depuis Theodor Billroth, donc premier chirurgien à avoir décrit et réalisé des gastrectomies donc
pour cancer, donc depuis le 19e siècle, ça n'a pas changé. La place de la chirurgie est toujours au premier plan. Donc, avec le développement d'autres techniques et d'autres thérapeutiques, ça a permis quand même d'améliorer le pronostic et d'améliorer la survie. Et là, je parle de la chimiothérapie, périopératoire, c'est ce qui est fait chez nous. Ça peut être associé aussi à d'autres thérapies comme l'immunothérapie ou la radiothérapie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le traitement chirurgical consiste en une résection, l'ablation de tout l'estomac ou d'une partie de l'estomac. Donc ça, c'est le premier principe, c'est réséquer une partie ou la totalité de l'estomac. Donc réséquer la tumeur. Mais ce traitement va au-delà de cette tumeur et doit viser les ganglions lymphatiques qui existent donc en périphérie autour de l'estomac, voire des ganglions un peu plus éloignés, notamment à côté des gros vaisseaux de l'aorte ou du pédicule hépatique ou du tronc iliaque. Donc, la résection gastrique associée à la résection des ganglions lymphatiques, ce qu'on appelle le curage ganglionnaire, donc ça constitue les principes fondamentaux du traitement chirurgical. Les Japonais ont décrit donc une classification et ont numéroté les groupes ganglionnaires qui doivent être réséqués au cours d'une chirurgie pour cancer gastrique. Donc il ne s'agit pas que de réséquer l'estomac, mais il faut aller chercher tous ces nœuds lymphatiques, les enlever et les examiner après. Ceci améliore la survie et ceci diminue le risque de récidive et permet de toute façon de mieux stader la tumeur et de mieux classer la tumeur suivant la classification TNM. Donc voici des différents types de gastrectomie. Là on parle des gastrectomies distales, c'est-à-dire quand on résèque une partie, la partie distale de l'estomac. En fait, l'étendue de cette exérèse dépend du siège de la tumeur. Si c'est une tumeur distale, nous devons réaliser une gastrectomie distale, ou appelée dans le jargon chirurgical une gastrectomie des 4/5e. Donc après avoir réséqué une partie de l'estomac, il faut bien sûr reconstruire ou rétablir le flux digestif, et ceci est possible grâce aux anastomoses gastro-jejunales. Donc il s'agit de mobiliser une partie de l'intestin grêle et de la suturer à l'estomac. En cas de gastrectomie totale, donc résection de tout l'estomac, il est possible de reconstruire le tube digestif, d'assurer la continuité en faisant monter une anse jéjunale et réaliser ainsi une anastomose œsogéjunale. Donc il y a différents types de montage possibles, comme vous le voyez. En C par exemple, c'est une anastomose réalisée sur une anse montée en oméga, et en D vous voyez une anastomose gastro-jejunale sur une anse montée en Y. Bon, c'est pas très important à votre niveau, mais il faut savoir que le traitement chirurgical est basé sur la résection gastrique, le curage ganglionnaire, et l'étape finale, c'est la reconstruction et l'anastomose gastro-jejunale ou œsogéjunale. Il existe aussi un autre type de traitement
et ce n'est possible que si on fait un diagnostic précoce. Donc, et ça concerne, vous l'avez deviné, les tumeurs superficielles, diagnostiquées à l'échondoscopie. Donc, c'est des tumeurs T1, T1A. Donc, pourquoi c'est possible de faire un traitement endoscopique? Parce qu'il a été constaté que ces tumeurs superficielles n'arrivaient pas à causer un envahissement ganglionnaire, donc ne donnaient pas des métastases ganglionnaires, et donc la résection d'une partie, d'une pastille muqueuse était suffisante, et on appelle cette technique la mucosectomie endoscopique. Donc c'est un geste qui est réalisé par des gastroentérologues qui arrive à décoller la zone où siège la tumeur superficielle au cours d'une fibroscopie digestive haute. Donc, comme nous l'avons cité plus haut, donc il existe plusieurs modalités thérapeutiques. Et donc, c'est la chimiothérapie, la chirurgie, la radiothérapie, et donc l'agencement de ces différents moyens thérapeutiques varie donc d'un pays à l'autre ou d'une région à l'autre. Par exemple, en Europe, le standard c'est une chimiothérapie périopératoire. Donc chimiothérapie, puis chirurgie, puis chimiothérapie après l'intervention chirurgicale. Donc pour tous les stades supérieurs à 1. Donc le traitement adjuvant, ça c'est la chimiothérapie ou la radiochimiothérapie est donc proposée après la chirurgie. Et ceci est proposé aux patients n'ayant pas eu de chimiothérapie en préopératoire. Ça peut aussi être proposé, on parle surtout de la radiothérapie, si le curage est insuffisant ou en cas d'envahissement ganglionnaire très étendu. Donc, ceci peut aider le patient on va dire à gagner en matière de survie. Voici l'aspect d'une pièce de gastrectomie donc totale pour une lignite gastrique. Et donc vous voyez ici l'épaisseur assez importante de la paroi gastrique et l'aspect rigide en tube de la paroi gastrique. C'est caractéristique de la lignite gastrique. Donc voici une autre image de pièce de gastrectomie. Donc vous voyez la tumeur gastrique et vous voyez un autre signe qui est l'effacement des plis au contact ou à chaque fois qu'on se rapproche de la tumeur. Donc un dernier mot concernant les traitements palliatifs. Donc c'est les traitements réservés au stade évolué. Donc ils peuvent comporter la chirurgie, la chimiothérapie ou la radiothérapie. Donc ils sont indiqués pour les cancers gastriques qui ne sont pas accessibles à la chirurgie, donc ce qu'on appelle les cancers non résécables et ou métastatiques. La chirurgie d'exérèse palliative est indiquée pour les tumeurs symptomatiques, donc hémorragie nécessitant des transfusions itératives ou sténose. Donc elle est toujours préférable à la chirurgie de dérivation. Donc chaque fois qu'il est possible de réséquer, il faut le faire. Un autre moyen palliatif, c'est la pose d'une endoprothèse métallique. Donc il s'agit donc en fait c'est un genre de ressort qui permet de dilater la sténose tumorale et de permettre au patient de s'alimenter. Donc c'est un geste réalisé par voie endoscopique. Donc voici une image qui illustre une endoprothèse expansive qui a permis de forcer le passage à travers une tumeur.
Donc le cancer gastrique nécessite une prise en charge spécifique et particulière et un suivi particulier après la résection et après la chimiothérapie. Donc en cas de résection de tout l'estomac, de gastrectomie totale, il ne faut jamais oublier une supplémentation vitaminique, donc en vitamine B12. Donc, dans les cas où une splénectomie a été réalisée, donc en parallèle associée à la gastrectomie, des fois parce que la rate est envahie ou d'autres fois parce que les vaisseaux nourriciers de la rate étaient envahis donc, et ont été sectionnés au cours de l'intervention. Donc, il faut toujours réaliser, après splénectomie, donc une antibioprophylaxie et ne pas oublier les vaccins. Voilà. Donc, concernant le pronostic naturellement dépend du stade, dépend de la classification TNM, de l'envahissement des ganglions et la survie varie d'un stade à l'autre. Nous allons le voir plus bas. Donc le nombre de ganglions examinés sur la pièce opératoire est primordial et donc il a une valeur pronostique très 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 importante. Donc le plus on a réséqué de ganglions, donc meilleure sera l'évaluation. Et le plus de ganglions métastatiques retrouvés témoignent d'un pronostic plus mauvais et d'un état plus avancé de la maladie. Donc après exérèse chirurgicale à visée curative, donc le pronostic en fait dépend surtout de l'envahissement ganglionnaire. Donc en l'absence d'envahissement ganglionnaire, la survie à 5 ans avoisine les 60%. Donc si l'envahissement ganglionnaire donc, est stadé et classé N1, la survie à 5 ans chute à 35%. Si la tumeur est classée N2, la survie à 5 ans passe à 10%. Malheureusement, ces chiffres témoignent de toute la gravité et le mauvais pronostic de ce cancer. Maintenant, le message le plus important c'est-à-dire qu'on doit garder, c'est que le diagnostic de ce cancer doit être réalisé de façon précoce. C'est le seul moyen de traiter le cancer gastrique et d'éviter les récidives. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible, surtout dans la pratique quotidienne. Et les pays qui ont réussi à diminuer, donc à améliorer la survie de ces cancers et d'améliorer le pronostic, donc c'est les pays qui font des dépistages, donc de masse, des dépistages à la recherche de tumeurs ou de cancers gastriques au stade encore très précoce, d'une part. D'autre part, c'est la lutte et l'éradication de l'Helicobacter pylori. L'Helicobacter pylori étant un facteur important dans la survenue du cancer gastrique. Si on arrive à éradiquer cette bactérie, on arrivera à diminuer le risque de survenue de cancer gastrique. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui et donc merci et bon courage.